Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Voilà pour cette conférence sur la signature électronique, principes techniques, valeurs légales et bénéfices. Vaste programme, mais voilà. Donc moi je suis Juliette Paoldi, je suis la rédactrice en chef de Solutions et Logiciels IT. Voilà, je suis en charge d'animer modestement cette conférence. Voilà, alors à mes côtés, Poliana Bigle, du cabinet Bensoussan Avocat, voilà, du département Sécurité des systèmes d'information et dématérialisation et archivage électronique, au sein du pôle droit du numérique, qui intervient principalement dans les domaines suivants: projet de dématérialisation des processus et des documents, signature et archivage électronique, identification numérique, droit de la sécurité des systèmes d'information, charte et régulation, si c'est bien ça, Poliana. Voilà. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, vous avez plusieurs expériences comme avocate et juriste dans des entreprises de l'Internet et de la communication, voilà. Puis vous êtes membre de diverses commissions, vous donnez aussi des cours à l'université, voilà. Notre seconde invitée est Nathalie Schlang. Nathalie, vous êtes directrice Business Unit chez CERT Europe, voilà. Vous êtes diplômée de l'École française des attachés de presse, vous avez occupé successivement des postes de responsable de la communication dans des organismes bancaires et pour des éditeurs de logiciels comme Sage. Voilà. Vous avez vous-même fondé une PME dans le secteur du textile et participé à la création d'une société d'édition de logiciels spécialisée dans la gestion des ressources humaines qui s'appelle Amaltis. Voilà, vous êtes maintenant chez CERT Europe depuis 2001, où vous avez occupé le poste de directrice marketing et développement avant de prendre la tête de cette fameuse business unit en 2012. CERT Europe propose des solutions sécurisées pour l'échange de documents dématérialisés et appartient au groupe ODrive. Voilà. Spécialisé donc dans la sauvegarde, la dématérialisation et des services de e-confiance, voilà, tels que les certificats numériques, les signatures électroniques, l'eurodatage et les solutions de dématérialisation. Donc on est en plein dans le sujet. Voilà. Donc la signature électronique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la première question qu'on va se poser. Tout le monde ne le sait pas. À quoi ça sert ? Quels sont ses bénéfices, hein, mais aussi ses limites, hein, ses freins, qu'ils soient juridiques ou économiques ou culturels même, hein, puisque c'est une petite révolution sociale. Voilà, des questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et nous essaierons d'aborder donc les aspects techniques et économiques. Alors je me tourne vers Nathalie d'abord avec cette question toute simple. Qu'est-ce que la signature électronique ? Alors la signature électronique, en fait, c'est un procédé qui consiste à signer électroniquement un document, donc avec un certificat électronique. Le certificat étant l'identité d'une personne. Et on va pouvoir tout simplement cliquer sur un document, cliquer sur signer en ayant un certificat électronique qui peut être soit sur son poste, soit sur une clé USB, sur une carte à puce, un peu comme une carte bancaire si vous voulez. On va pouvoir s'authentifier avec, on va pouvoir signer électroniquement un document. Ça peut être aussi avec d'autres types de certificats qui sont des certificats qui sont des certificats logiciels qui sont faits à la volée. Quand on va signer électroniquement ce document, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand vous voyez un document qui est signé électroniquement, vous avez une sorte de pop-up qui peut apparaître et vous allez voir dans cette pop-up, qui a signé électroniquement ce document. Il est signé par monsieur Untel, qui appartient peut-être à telle organisation ou qui est un particulier. Aujourd'hui, c'est plus destiné aujourd'hui aux entreprises, mais enfin, ça pourrait être aux particuliers, ça l'est dans d'autres pays. Et ensuite, vous avez la chaîne de confiance. C'est-à-dire, qui est-ce qui a délivré cette signature électronique, ce certificat électronique ? C'est une autorité de certification. Quelle est la société qui opère cette autorité de certification ? On a toute la chaîne, en fait, qui permet de savoir comment ce certificat électronique a été délivré. Et on peut consulter, si on le souhaite, les règles pour savoir comment ce certificat électronique a été délivré, si la personne a bien été authentifiée et qu'elle peut signer électroniquement ce document. Quand on va signer électroniquement ce document, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand on signe un PDF, en général, les autorités de certification, ceux qui font des certificats électroniques, sont référencés chez Adobe. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire toutes ces vérifications. Ça marquait signature valide. Et c'est Adobe qui a accepté cette autorité de certification en disant qu'elle était valide. Et donc, ça, c'est beaucoup plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on signe électroniquement un document, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout le document, il ne peut pas être modifié. C'est-à-dire que c'est toute la structure du document.
caractère qui est signé en quelque sorte électroniquement. On ne peut pas modifier un caractère. Ce qui fait qu'un document signé électroniquement est beaucoup plus tangible, non modifiable, qu'un document signé manuscritement où on peut toujours rajouter quelque chose. Là, on ne peut absolument rien modifier. Donc ça a beaucoup plus de valeur que la signature manuscrite. Donc, ce que vous dites, en fait, Nathalie, c'est qu'il faut à la fois une signature électronique, un document certifié et une identité numérique. En fait, ce sont les trois aspects de la signature électronique. Il faut l'identité, l'outil de signature, et bien sûr, il faut poser ça sur un document. Un fichier, ça peut être un fichier, ça peut être tout type de fichier, des fichiers XML, tout type de fichier, mais des documents en général. D'accord. Donc, une signature manuscrite scannée, par exemple, n'est pas une signature électronique. Non, pas du tout, parce que la signature scannée, en fait, on va voir la signature de la personne, qu'on peut d'ailleurs mettre avec de la signature, enfin, on peut d'ailleurs mettre, mais il n'y a aucun procédé cryptographique qui permet de dire que le document n'a pas été modifié. On ajoute juste une sorte de crypto, un gris-gris, sur le document. Mais c'est en aucun cas tout l'ensemble du document, tout l'ensemble des caractères qui est signé électroniquement. Donc ça n'a rien à voir. Et d'autant plus, et là ce sera peut-être Poliana qui l'expliquera beaucoup mieux que moi, c'est qu'aujourd'hui la signature électronique est recevable en justice si elle est faite d'une certaine façon. Donc, comme je l'expliquais, une signature scannée est un début de preuve peut-être en justice, mais ce n'est pas de la signature électronique au regard des lois sur la signature électronique. Alors il y a plusieurs façons de faire des signatures électroniques, plusieurs procédés. Hein. Il y en a pas qu'un seul. C'est ça aussi une des difficultés. Hein. Donc ces procédés n'ont pas forcément la même valeur probatoire. Donc là, peut-être que Poliana peut nous expliquer juridiquement les aspects de la signature électronique. Oui, merci. Ça me permet de rebondir sur l'aspect du gris-gris. Moi, je dirais que... Alors, on a une définition en droit français dans le Code civil depuis 2000 de la signature électronique. Et puis, on a aussi une définition d'une signature. Une signature, ça manifeste le consentement d'une partie à la perfection d'un acte juridique. Donc, je vais m'engager dans un acte. Alors... La signature électronique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'usage d'un procédé fiable d'identification qui garantit son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le gris-gris. En fait, quand vous signez un document, vous ne signez pas papier, vous ne signez pas avec un crayon papier, en général. Vous allez prendre un stylo indélébile. Vous allez marquer votre signature sur le papier et on ne va pas pouvoir l'effacer. Et bien, ce qu'on vous demande en électronique, c'est exactement la même chose. C'est qu'il y ait un lien entre la signature que vous faites de manière électronique avec l'usage d'un procédé et le document électronique. Et il faut bien que ce soit collé ensemble, si je puis dire. Et donc, c'est ce qu'on vous demande en droit. On vous demande ces éléments. Mais la réalité, elle est un petit peu plus complexe parce que juridiquement, vous avez différents niveaux de signature. On va vous parler de signature simple, de signature sécurisée, de signature présumée fiable, de signature numérique aussi, de signature numérique graphique, manuscrite numérique. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, toutes ces définitions, elles ont, toutes ces notions et ces concepts ont des définitions spécifiques dans les différents textes. Et en fait, on a un niveau de gradation dans la sécurité de la signature. Mais ça ne veut pas dire que ces signatures ne sont pas valables. Elles sont toutes valables. La loi reconnaît ces signatures comme valables. En revanche, si elles n'ont pas été faites dans les conditions dans lesquelles on a dit qu'elles devaient être faites, elles ne seront pas valables. C'est comme si quelqu'un imite une signature manuscrite sur papier et qu'on s'en rend compte, eh bien, la signature n'est pas valable. Donc, on sera dans cette même situation. Alors, il y a des approches donc, juridiques différentes, mais aussi au niveau géographique. Parce que en droit européen, on ne parle pas la même langue. On va vous parler de signature avancée, par exemple. Dans les pays anglo-saxons, on va vous parler de digital signature ou d'electronic signature. Ça recouvre des réalités différentes ou parfois ce sont les mêmes. On ne vous impose pas les mêmes techniques.
comment vous y retrouvez, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu de notre sujet aujourd'hui. Ça veut dire, voilà, Poliana, en fait, qu'il n'y a pas un règlement qui serait valable, par exemple, pour tous les pays européens, voire pour le monde, évidemment, on n'y est pas encore. Et voilà. Alors aujourd'hui, on a quand même ou est-ce qu'il y a une voie on a quand même une directive européenne qui a fait naître la signature électronique en France, parce qu'elle date de 1999 et la signature électronique en France date de 2000. Elle tente d'uniformiser les signatures et en tout cas la reconnaissance d'une signature d'un pays à l'autre, mais ce n'est pas encore assez fort. Et la semaine prochaine, vous avez une proposition de règlement européen sur l'identification numérique et la signature électronique qui va passer en première lecture. Et donc, ça devrait renforcer la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques au sein de l'Europe. Mais c'est vrai que c'est une difficulté majeure quand on est un grand groupe et qu'on a des filiales dans le monde entier, c'est de pouvoir être sûr que même en interne, les documents qui sont signés soient valables partout, à Pékin, à Paris ou à Los Angeles. Et tout à l'heure, vous avez, excuse-moi Nathalie, juste une petite dernière question, Poliana, vous avez évoqué les différents degrés de la signature électronique, niveau 1, niveau 2, etc. Est-ce que ces niveaux sont liés à des secteurs des activités particulières qui méritent plus de sécurité, par exemple? Oui, ces niveaux peuvent être liés à des secteurs d'activité particuliers. Vous avez parfois des textes qui vous imposent un niveau de signature pour signer tel type d'acte. Donc, par exemple, une facture électronique signée, elle doit avoir tel niveau de signature. Elle doit avoir un niveau de signature avancé, si vous voulez faire de la facture électronique signée. Les arrêts de la Cour de cassation, maintenant, ils sont signés et ils peuvent être signés électroniquement par les magistrats. Ils doivent avoir un niveau 3 étoiles. RGS 3 étoiles, je ne vous en ai pas encore parlé, mais c'est des autres niveaux. Moi, en tant qu'avocat, j'utilise aussi une clé de signature pour transmettre mes conclusions au tribunal de grande instance et à la cour d'appel. Je signe électroniquement avec un support qui est sur une clé USB, mais ça n'est qu'un support de signature, donc je m'en sers tous les jours. Et c'est un niveau de sécurité, je pense, 2 étoiles, sauf erreur. Voilà. Et oui, je crois que c'est avec vous d'ailleurs, c'est certain. Voilà. Et donc voilà, il y a d'autres cas comme ça où les marchés publics, ou encore d'autres cas où le niveau est imposé. Quand le niveau n'est pas imposé, c'est un libre choix. Donc ça amène une autre question en fait. Peut-être Nathalie nous dire quel secteur, quelles activités sont concernées par la signature électronique. Alors en effet, d'abord, on peut se dire une chose, c'est qui peut le plus, peut le moins. Plus on a un niveau haut de signature, plus on pourra accéder à des applications qui demandent de la signature de niveau plus faible. En général, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui répondent à des appels d'offres et qui ont besoin d'un certificat électronique pour signer l'appel d'offres. Il y a tous les avocats, justement, qui aujourd'hui ont besoin de se connecter parce que le certificat électronique sert souvent d'authentification et après permet la signature avec un outil de signature. Et on a commencé vraiment à utiliser les certificats électroniques pour s'authentifier sur des plateformes, pour savoir qui est la personne qui a le droit de rentrer sur cette plateforme, puisque justement au niveau juridique, il y a quand même des documents très confidentiels, on était obligé de s'assurer que l'avocat était bien l'avocat et qu'il pouvait rentrer avec un certificat électronique et non avec un login mot de passe. Et là on parle de l'authentification, mais souvent on commence par là. Au niveau de la signature, quand on veut s'adresser à des entreprises qui ne sont pas équipées ou à des particuliers qui ne sont pas équipés. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment le cas dans le domaine de l'assurance, par exemple, dans le domaine de la formation, dans le domaine des abonnements. C'est-à-dire qu'on veut faire signer un abonnement en ligne à un internaute, on veut faire signer un contrat de mutuelle, par exemple, d'assurance mutuelle à un internaute. Eh bien, on peut mettre en avant, la personne peut acheter son contrat, payer son contrat, et elle va signer ce contrat avec un certificat logiciel, donc qui va lui permettre de faire une signature électronique juste une fois,
Et en fait, comment on va authentifier la personne? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on emploie d'autres procédés. Déjà, la personne peut, par exemple, payer par carte bancaire. Donc, c'est déjà, on se dit, c'est bien la bonne personne. Et ensuite, on va lui envoyer un code. On lui demande son numéro de téléphone, son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Et on va lui envoyer un code SMS, enfin un code par SMS, qui va lui permettre d'activer la signature. Et quand elle fera signer, en fait... Mais tout ça, ça se fait pratiquement instantanément, si vous voulez. Elle met son nom, son prénom, son contrat se remplit. L'application, c'est un peu comme le paiement bancaire, si vous voulez. Il y a une application distante qui va récupérer son nom, son prénom, qui va faire un certificat qui va être sur un serveur. Et ce certificat va permettre de signer, va permettre à la personne de signer. Elle appuiera sur signer, elle va recevoir son code SMS, elle tape son code, elle pourra signer son document. Et on a authentifié la personne. Faiblement, mais avec un numéro de téléphone, avec une carte bancaire. On peut éventuellement aussi lui demander, par exemple, de scanner, de faire une photographie de sa pièce d'identité, de nous l'envoyer avant qu'on délivre le certificat. On peut imaginer plein d'autres possibilités pour vérifier son identité. Ce qui se passe aussi, c'est que parfois on a des clients, par exemple dans les banques, etc., qu'on connaît. On les connaît, donc on a des moyens de les authentifier avec des logins mots de passe qu'on leur a donnés précédemment, etc., d'une façon assez sécurisée. Et donc, par rapport à ces clients, on peut leur donner un certificat qui va leur permettre de signer un avenant à un contrat ou quelque chose. Donc aujourd'hui, ça se démocratise, je dirais, envers les particuliers, parce qu'aujourd'hui, quand on est sur Internet, on a envie, si on a envie de signer un contrat, on a envie de le signer tout de suite. Et il y a une loi il y avait la loi sur l'économie numérique qui dit que toute vente au-dessus de 1 500 €, normalement, doit avoir un contrat. C'était la loi sur l'économie numérique, tout le monde ne le respecte pas, mais vous verrez par exemple, si ne serait-ce que vous commandez un voyage sur Internet, aujourd'hui on vous demande souvent de renvoyer le contrat de voyage par fax. Alors on retourne à l'âge de pierre en quelque sorte, parce qu'on a besoin d'avoir une signature sur votre contrat. Donc mettre en place des procédés de signature électronique qu'on dit à la volée, c'est intéressant. Par exemple, un autre exemple, l'INPI par exemple, aujourd'hui, pour déposer des marques, on peut déposer des marques sur l'INPI et on signe son dépôt de marque avec une signature électronique qui est faite à la volée, un certificat qui vous est donné à la volée et on signe électroniquement la marque. Alors ce qu'ils ont fait d'intéressant l'INPI, parce que c'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure, c'est un peu une révolution culturelle. Les gens sont habitués à faire des choses en papier. C'est toujours difficile de changer les habitudes, surtout au niveau des entreprises. Et c'est vrai que l'INPI a fait un truc très intelligent, c'est que quand on dépose sa marque via Internet, en ligne, et ben ça coûte moins cher que quand on la dépose papier. Donc c'est peut-être quelques euros de moins, mais du coup les gens font l'effort de regarder comment ça marche en électronique. Et quand ils font l'effort, ils se disent mais c'est beaucoup plus simple parce que les formulaires sont interactifs, c'est beaucoup plus facile que de remplir, des formulaires, quoi. Nathalie, on parlera tout à l'heure des bénéfices. Voilà. Donc voilà, et puis des cas concrets en entreprise, et peut-être que justement après nos auditeurs pourront nous parler de leur métier à eux et de leurs besoins à eux. Voilà. Donc ce que j'aimerais qu'on aborde maintenant, notamment avec Polyana, c'est quels sont aussi il y a des freins à cette signature électronique. Donc il peut y avoir des freins juridiques, il peut y avoir des freins culturels, il peut y avoir des freins économiques. Bon, normalement, il devrait y avoir plus de bénéfices que de freins. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc, Polyana, quels sont les freins juridiques à la signature électronique? Est-ce que l'entreprise qui met en place un système de signature électronique craint quelque chose? Voilà. Tout l'enjeu de la signature, c'est la preuve. Puisque on va vouloir ressortir la preuve de la signature d'un document ou d'un acte. Mais le socle commun, c'est quand même finalement une dématérialisation par principe, c'est-à-dire que je peux par principe faire un écrit électronique, je peux par principe le signer électroniquement, mais parfois, il y a des textes qui me l'interdisent. Alors, il y a un texte dans le Code civil qui l'interdit, c'est l'article 1108-2 du Code civil qui vous dit « Les actes sous seing privé du droit de la famille et des successions ne peuvent pas être dématérialisés, donc ne peuvent pas être conclus par voie électronique, donc pour l'instant ne peuvent pas être signés électroniquement. » On parle d'actes sous seing privé. Pour ceux qui sont un petit peu juristes, ce n'est pas les actes
authentiques ou les actes notariés. Et les actes notariés peuvent être signés électroniquement, et les notaires aussi, pas que les avocats, les notaires signent électroniquement avec leurs clients les actes notariés. Nathalie aura une anecdote à nous raconter tout à l'heure à ce sujet. Alors, il y a une autre interdiction, ce sont les actes sous seing privé de sûreté personnelle et réelle. Donc, c'est tout ce qui serait caution, hypothèque, mais sauf si c'est pour les besoins de sa profession. Donc, on a une exception. L'exception, c'est toujours très français d'avoir une exception d'exception. À part ça, j'ai pas beaucoup d'interdits. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va regarder pour chaque secteur d'activité, pour chaque acte que l'on veut dématérialiser, que l'on veut signer électroniquement, quels sont les enjeux et est-ce que je peux le dématérialiser et donc les signer électroniquement. Et il faut parfois regarder dans les arrêtés qui sont très précis, et il y en a qui vous disent « Ah, mais il me faut un grammage de papier, il faut que le papier de tel acte soit de 20 grammes et d'une couleur orange. » Je vous assure, j'en ai vu. Il y a d'autres papiers qui doivent être en 3 exemplaires, un rouge, un jaune, un vert. Si vous n'avez pas ces 3 exemplaires, rouge, jaune et vert, l'acte n'est pas valable. Et puis, comment vous voulez dématérialiser un papier de cette épaisseur-là? Comment vous voulez le signer électroniquement? Il y a aussi des actes qui ont des hologrammes, ne serait-ce que les diplômes d'université. En fait, c'est pour des raisons de sécurité la plupart du temps qu'on impose un certain grammage de papier, un hologramme. Et donc, pour l'instant, ces actes-là, si la loi ne change pas, on ne peut pas les dématérialiser. Mais c'est en cours de réflexion, je sais, dans tous les ministères, sur tout ce type d'actes. Comment assurer la sécurité donc, d'un diplôme qui serait dématérialisé? Parce que l'enjeu, c'est bien sûr qu'on n'usurpe pas l'identité de celui qui a le diplôme, par exemple. Et voilà, donc il faut toujours se poser la question, mais ça peut être dans des secteurs divers et variés qu'on a des textes comme ça, où on vous impose des couleurs, un nombre d'exemplaires et... Voilà, ce seraient les seuls freins finalement. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une armada de juristes dans son entreprise pour faire des signatures électroniques? Non, mais dans son entreprise, on connaît son secteur d'activité, on sait comment on fonctionne, on sait son secteur métier, on sait qu'on a un label qui nous impose de faire comme ça. Je pense qu'on a peut-être un autre frein, mais c'est vraiment juste un frein en fait, c'est-à-dire qu'il faut juste accompagner la dématérialisation dans son ensemble. C'est parfois les contrats que vous avez avec vos fournisseurs ou vos clients ne vous autorisent pas à dématérialiser les actes et à les signer électroniquement, ou en tout cas, ce n'était pas prévu, et donc on se rend compte qu'on ne peut pas le faire. Donc, il faut faire un petit audit de contrat. Je ne dis pas qu'il faut un juriste Enfin, oui, il faut toujours associer le juriste, normalement, dans ces projets. Voilà, mais... je laisse la parole. D'accord, Nathalie. Donc, on a abordé là d'éventuels freins juridiques. Est-ce qu'il y a des freins économiques à la signature Alors, les freins économiques, en fait, la signature électronique, ça revient toujours beaucoup moins cher que du papier qu'on envoie, qu'on timbre avec une enveloppe, qu'on imprime, etc. Le ROI est extraordinaire là-dessus. Par contre, il faut... accompagner l'organisation de la signature électronique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire du papier, de faire des contrats papier. Il y a des gens après qui saisissent, par exemple, dans des back-office, les données qui sont sur les contrats papier. Il y a ensuite, ça va dans une JED ou ça va pas dans une JED, ça va dans des cartons ou des armoires, etc. Il y a une organisation qui est mise en place par rapport au papier dans les entreprises. Quand on met une organisation électronique, on va pas pouvoir tout faire d'un coup. Donc, il faut accompagner ce changement, peut-être former les personnes, changer peut-être sans doute certains outils, etc. Penser les choses, parce que si vous faites de la signature électronique et que sur vos sites web, vous avez tous les éléments qui arrivent, et si vous ne savez pas après les mettre dans votre outil de gestion, ça pose problème, on en perd les bénéfices. On ne va pas réimprimer des documents électroniques qui arrivent dans le site web, il faut les réinjecter dans ces back-office, etc. Donc, tout ça, ça demande... Une réflexion, un accompagnement, etc. Donc ça peut être, en quelque sorte, c'est un investissement en tout cas en temps, peut-être parfois sur des nouveaux outils, etc. Mais enfin maintenant il y a beaucoup d'outils en mode SaaS, etc. qui ne sont pas très très coûteux pour l'entreprise, vu les bénéfices qu'elle en fera ensuite. Alors justement les bénéfices, quels sont-ils?
Pour le professionnel et puis aussi pour le particulier. Alors moi j'ai l'exemple d'un bénéfice que c'était la mutuelle, la SMAM, qui était venue faire un jour une conférence avec moi. Il aurait pu venir aujourd'hui, mais il ne pouvait pas, mais ça aurait été très bien. Et il disait que ils ont mis la signature électronique en place pour faire la signature de contrat. Comment ça se passait? C'est que d'habitude, par exemple, tout ce qui est contrat de mutuelle, en fait, il y a des comparateurs de recherche de prix, etc. Donc les gens vont sur des comparateurs pour voir des prix, etc. Et après, il y a des listes de personnes qui sont adressées aux différentes mutuelles qui ont souscrit à ces moteurs de recherche, en fait. Et donc après, les gens appellent les personnes, puisqu'ils ont été intéressés, on les appelle, et en général, il y a des opérateurs, enfin des commerciaux qui les appellent. Il dit le sujet, la personne est d'accord pour recevoir le contrat, on lui envoie le contrat papier, et quand le contrat papier arrive, c'est une IAS autocopiante qui fait un A3 à l'ancienne, hein, si vous voulez. Il faut remplir en tout petit énormément d'éléments, etc. Et la personne elle se dit bon, pour 2 € par mois de moins sur ma mutuelle, j'ai plus envie de changer, quoi. En fait, c'est un peu ça. Et en fait là, par exemple, l'opérateur à la personne au téléphone et lui dit écoutez, vous êtes d'accord, on va aller sur Internet, on sait que la personne a Internet puisqu'on l'a eu via Internet, on va aller sur le site et vous allez signer votre contrat. Et là, elle signe électroniquement son contrat. Et donc, il me disait qu'avec mis en place la signature électronique, il y avait 40% sur les premiers mois d'expérimentation, 40% de contrats en plus. Donc, en ROI, voilà. Donc un bénéfice en taux de transformation important. Mais parce que les gens aujourd'hui ne veulent plus envoyer des papiers, surtout les jeunes générations, etc. Ils ne veulent plus envoyer des courriers, ils ne savent même plus de quel endroit on met un timbre. Enfin, c'est vrai. Enfin, moi, c'est presque ça, quoi. Je veux dire. Donc aujourd'hui, on veut tout faire. On est dans une nouvelle ère. On est dans le monde du numérique. On a envie de signer. On n'a plus envie d'envoyer de papier, quoi. Donc l'autre avantage au niveau de l'entreprise, il y a le ROI, mais il y a aussi un terme d'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de mettre en place de la signature électronique, ça fait une image innovante pour l'entreprise. C'est quelque chose, voilà, on est dans le coup, quoi. Je pense que c'est important aussi. Et juridiquement, quel profit ? Eh bien, juridiquement, moi, je dirais que le bénéfice, il est dans la définition même de la signature électronique, parce que on vous demande de faire une signature électronique à condition que l'on puisse identifier la personne qui signe par un procédé fiable et que l'on puisse garantir le lien entre la signature et la personne. Donc, et tout ça avec on doit garantir une intégrité du document et la conservation du document. C'est le bénéfice. J'ai bien quelqu'un dont l'identité est connue. Je le lis, j'ai une garantie comme quoi il a bien signé l'acte et je peux le prouver. Pour moi, c'est le bénéfice, parce que je ne sais pas si tout le monde vérifie l'identité de la personne qui signe devant lui. Moi, je le fais, mais je me suis retrouvée avec des clients qui avaient signé des contrats avec d'autres personnes. Et en fait, ils n'étaient pas représentants de la société n'existait pas. Eh bien, quand il a fallu aller récupérer de l'argent, il n'y avait plus personne. Voilà. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on pourrait peut-être aborder, donc, c'est des exemples de réussite de la signature électronique. Donc Nathalie, quel exemple concret ? Outre ceux que vous avez déjà cités. Oui, outre ceux que j'ai cités, parce que j'aime bien en effet parler par l'exemple, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus clair. Alors, il y a aussi de la signature électronique, on n'a pas parlé de ça, ça peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle la signature électronique serveur, c'est-à-dire c'est la signature de la personne morale. On peut avoir ce qu'on appelle des cachets de personnes morales qui sont sur des machines et qui vont pouvoir signer des documents en lot. Alors là, par exemple, on vient de mettre en place une application au niveau des greffes des tribunaux de commerce, chez Infogreffe. Tous les greffiers, avant, toutes les formalités que font les entreprises au niveau des greffes des tribunaux de commerce doivent être adressées à l'INPI. C'est la loi, et comme ça, l'INPI tient à jour son registre INSEE, l'historisation des entreprises, etc. Et donc avant, comment ça se passait ? C'est que le greffier, tous les jours, il y avait un coursier qui passait dans les greffes et qui venait chercher les documents pour les amener à l'INPI. Donc les documents, on les imprime, on les amène à l'INPI, après l'INPI, elle les ressaisit, etc. Ça prend du temps, hein. Et aujourd'hui, ils se sont mis d'accord, etc. Et donc aujourd'hui, les greffiers ont
leur certificat de personne morale qui est hébergé, en l'occurrence chez CERT Europe, et ils appellent ce certificat, alors les procédés techniques, je ne vais pas vous les décrire, ils appellent ce certificat, il n'y a qu'eux qui peuvent les appeler, et ils vont pouvoir signer toutes les formalités de la journée, et ces formalités sont signées donc par chaque greffier de tribunal de commerce, il y en a 135 en France, chaque greffe signe ces formalités, et sont directement acheminées via des applications informatiques à l'INPI. Plus de ressaisie, après l'INPI les enregistre. Vous imaginez le gain de temps. On parle de à peu près 4 à 6 millions de formalités par an. Donc c'est quand même, c'est des choses quand même très perceptibles en tout cas. Voilà aussi un exemple qui je pense est très intéressant. Sinon, alors j'avais un autre exemple, et c'est vrai que le cas des notaires, vous en parliez tout à l'heure, et j'en avais parlé justement avec Poliana, parce que moi, figurez-vous, ce n'est pas une grande annonce, mais j'ai été signer mon contrat de mariage il y a la semaine dernière. Voilà. Et donc j'étais chez le notaire, et tout ce que j'avais imaginé, etc., je l'ai vu devant moi. C'est-à-dire que le notaire m'a montré le contrat avec mon futur mari sur l'écran, donc je lisais le contrat, etc., qu'il m'avait envoyé avant par mail, etc., pour vérifier. Il m'a sorti une petite tablette pour signer le contrat. Derrière, il y avait sans doute un certificat électronique, parce que j'ai fait mon gris-gris sur la tablette qui est apparue sur le contrat, mais derrière, il y avait un certificat électronique. Il a vérifié mon identité, il a fait une photocopie de ma pièce d'identité, il l'a inséré au dossier. Mon futur époux a signé également, et lui avait une clé justement avec un certificat qualifié à l'intérieur, certificat avancé, qui lui a été remis en main propre par l'ordre des notaires, en face à face, après vérification du fait qu'il soit notaire, etc. Il a signé l'acte, tout ça en quelques secondes, hein. Il a signé l'acte, et c'est parti dans un minutier central, enfin dans un archivage central, où tous les actes sont aujourd'hui répertoriés, et qui ont une valeur d'archivage ad vitam aeternam, puisque les actes de notaire ont souvent... il y a des successions, etc., n'ont pas de limite de temps. Donc les notaires, ils ont créé leur propre société qui fait à peu près, il paraît, 200-250 personnes sur ces sujets-là, pour pouvoir continuer à signer en face à face avec leurs clients, mais avec des process totalement dématérialisés, automatisés. Et après, en fait, il nous a remis l'acte sur une clé USB. Et à nous, maintenant, cet acte, il faudrait qu'on le mette dans un coffre-fort électronique du particulier, qui aujourd'hui, c'est pas encore... il y en a plein. Il y a une étape encore qui manque là-dessus, parce que moi, j'ai mon acte sur une clé USB. Mais avec clé USB, combien de temps va-t-elle tenir? Je ne sais pas. Donc, il faudrait que j'ouvre un coffre-fort particulier, sécurisé, etc., où je puisse insérer mon acte de manière sécurisée. Justement, ça, c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le stockage des documents. Est-ce que, j'imagine qu'il faut des sécurités liées autour de ce stockage, hein, et pour pouvoir, au cas où, apporter après une preuve d'un contrat passé ou d'autre chose. Donc, comment ça se passe au niveau de l'archivage d'un document avec signature électronique? Non, moi, je voulais juste intervenir sur l'exemple réussi de signature électronique, puisque je remercie beaucoup du coup CERT Europe, puisque je ne me déplace plus au palais pour aller déposer mes conclusions, et je peux venir à Documation. Et c'est un bel exemple, c'est un gain de temps énorme pour les avocats, pour les magistrats aussi. Voilà, c'est un bel exemple, je pense. Alors, sur le stockage et sur l'archivage d'un document certifié, comment ça marche? Tout à fait, parce qu'en fait, quand un document est signé électroniquement, la preuve est électronique. Donc, si vous imprimez le document, alors on va en général marquer on va ajouter sur le document signé électroniquement, etc. Mais ça n'a pas de preuve. C'est juste pour dire que le document il a signé électroniquement. Mais la preuve se trouve dans l'électronique. Donc, il faut conserver ce document électroniquement. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'archivage électronique probant. Donc, il y a des sociétés qui proposent des services pour que l'on soit sûr d'avoir ce document électronique conservé 10 ans, 20 ans, 30 ans, enfin le temps qu'on l'on souhaitera. Parce que si on le stocke, on peut le stocker aussi chez soi, dans une GED, etc. Mais il faut être sûr qu'on ne va pas le perdre, en fait. Et c'est vrai qu'il y a certains domaines, par exemple tout ce qui concerne la facture électronique, l'État exige que l'archivage électronique des factures soit fait avec un archivage électronique qu'on appelle à valeur probante, qui répond à des normes AFNOR particulières sur l'archivage.
Et bon, après, les autres documents, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est vrai que des documents importants, il faut être sûr de pouvoir les retrouver à tout moment, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que les formats changent, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de coffres-forts électroniques qui s'organisent pour justement récupérer tous ces documents. Et il y a des grosses sociétés qui ont leur propre coffre, qui font ça en interne. Enfin, il y a pas mal de solutions. Mais c'est vrai qu'il faut se préoccuper. Alors maintenant, par exemple, quand on vend des solutions de signature électronique, on propose en option l'archivage à valeur probante. Ce qui fait que l'entreprise n'a pas à s'en soucier. On lui fait, c'est une option, et systématiquement. Et nous, en l'occurrence, on archive par exemple les documents chez une filiale de la Caisse des dépôts qui s'appelle CDC Archinéo. Et on se dit que, bon, filiale de la Caisse des dépôts, ils font les choses dans les normes. Normalement, ils dureront assez longtemps. La pérennité de ce genre d'institution est quand même quelque chose. Après, on n'a jamais à l'abri de rien, mais en papier aussi. D'accord, donc vous m'avez parlé tout à l'heure, justement, Pollyanna, d'un procès qui avait eu lieu avec Carrefour, si je ne m'abuse, voilà. Un des seuls litiges liés jusqu'à maintenant liés à la signature électronique. Et justement, Carrefour a pu faire la preuve de la validité de sa signature, et c'est aussi lié au stockage, à l'archivage à valeur probante de son document en partie. Oui, tout à fait. Nous avons une seule jurisprudence en France sur la signature électronique telle qu'elle avait été réalisée en termes de signature électronique, parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence sur la signature scannée, qui n'est pas de la signature électronique. Mais sur la signature électronique, on a eu un arrêt de la Cour d'appel de Nancy l'année dernière sur la signature d'une autorisation de découvert. Et la Cour d'appel de Paris a regardé les éléments signés et ce qu'on appelle un fichier de preuve dans notre langage, c'est-à-dire l'ensemble des éléments techniques qui ont fait la signature électronique. Qui avait ce fichier de preuve? Eh bien, en fait, c'était là le tiers de confiance qui a réalisé la signature électronique et qui a pu apporter devant la Cour d'appel cet élément qui confirmait que le document électronique que le juge avait devant lui était bien signé électroniquement, parce qu'il a pu remonter la preuve. Donc, remonter la preuve, c'est quoi? C'est avoir un document qui est intègre et qui est conservé intègre, sans qu'une modification n'ait apparue sur le document. Sinon, ce que le juge va faire, il va comparer deux documents et puis il va prendre la preuve la plus vraisemblable. Mais si on voit qu'il n'y a eu aucune modification dans un document électronique, et ça peut se voir en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se passe une signature électronique et comment ça a un effet, on le voit très bien dans un document PDF en tout cas, on voit qu'il n'y a pas eu d'altération. On peut voir qu'il n'y a pas eu d'altération. Après, ça dépend des procédés. Effectivement, s'il y a des gens qui peuvent altérer sans que ça se voit, je sais pas. Aujourd'hui, c'est des procédés cryptographiques très complexes, etc. Aujourd'hui, c'est pas possible d'altérer une signature électronique. Peut-être, on a encore aujourd'hui, parce que c'est un petit peu, c'est des puces, enfin, ce sont des procédés cryptographiques, des algorithmes, etc. Et on a toujours les algorithmes d'après. Maintenant, la technologie évolue, on évoluera aussi pour toujours avoir les technologies qui permettront d'avoir des choses complètement fiables. Et c'est très important. Par exemple, les cartes à puce, quand on signe avec un certificat qu'on a sur sa carte, sur son token, sur sa clé, les puces, par exemple, sont déjà beaucoup plus sécurisées que les puces des cartes bancaires. Et l'idée tout à l'heure, au niveau, comme vous parliez de l'Europe, etc., c'est qu'à un moment donné, le certificat électronique, ça sera un petit peu comme une carte bancaire. C'est-à-dire que tout le monde, aujourd'hui, quand on va sur le web avec sa carte bancaire, on est reconnu et on peut payer sur tous les sites bancaires. Et parce qu'il y a un GIE carte bancaire qui s'est organisé, qui fait que quand on met sa carte bancaire dans n'importe quel terminal, on voit tout de suite si c'est une carte valide ou pas valide. Pour les certificats électroniques, c'est ce qui s'organise, si vous voulez. Donc ça met la carte bancaire a mis du temps à s'organiser, le certificat électronique met aussi un petit peu de temps. Mais c'est un petit peu sur le même schéma. Très bien. Donc face quand même à la diversité des solutions, c'est pas forcément tout simple. À qui, moi, que je suis une entreprise, à qui je m'adresse pour trouver une solution qui corresponde à mes besoins et à mon secteur? Qu'est-ce que je fais? Comment être sûr que la société à laquelle je vais m'adresser a tous les critères de fiabilité? Est-ce qu'elle doit être certifiée avec une certaine norme, etc.
Alors, en effet, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, mais pas encore tant que ça. Il y a d'abord des fédérations professionnelles, par exemple la Fédération nationale des tiers de confiance, dont beaucoup d'acteurs font partie. Nous en faisons également partie. Donc, qui édite des guides. Hein, ils sont sur le salon, là, qui édite des guides sur tous ces sujets, etc., où il y a beaucoup d'informations. Et ensuite, moi, le conseil que je donnerais, c'est de prendre au niveau de la signature électronique, au niveau des certificats qui permettent de faire ces signatures électroniques, il y a énormément de certifications. Enfin, il y a des certifications obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit être référencé, par exemple, quand on travaille avec l'État, quand on répond à un appel d'offres, on doit avoir un certificat qui est référencé par l'État. Pour être référencé par l'État, on doit passer des certifications sur des normes à la fois internationales et françaises, le RGS 2 étoiles, l'ETSI 101 456 ou 101 042. Et donc, pour avoir ces certifications, on a des audits annuels très stricts. C'est-à-dire qu'on doit avoir, par exemple, des bases de données qui sont sur deux sites différents. Et donc, quand on a ces audits, ils viennent vérifier tout ça, etc. Enfin, c'est des normes très strictes, des normes draconiennes. On a tout un système, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les sociétés qui ont fait l'effort de respecter ces normes sont de fait des sociétés en qui on peut faire confiance. Parce qu'on fait confiance aux normes. Et heureusement qu'elles existent. Et Poliana, de votre côté, quels seraient vos conseils pour l'entreprise dans le choix de son prestataire, on peut aller voir aussi sa solution? On peut donner des conseils sur ces sujets. Je pense qu'il faut encore une fois faire un tour de ces documents pour voir quels sont ses besoins et faire pas des spécifications techniques, enfin oui, vous allez le faire, mais des spécifications juridiques aussi. En faisant ces spécifications juridiques, vous allez voir quelle entreprise est capable de répondre à vos besoins. Voilà. C'est vrai, et ça j'ajouterais, c'est très juste, parce que j'ajouterais aussi qu'il faut faire un inventaire des documents qu'on veut signer. Parce que pour pouvoir poser des questions aux entreprises, il faut savoir, en général, la signature électronique, ça se facture un petit peu au volume. La première question qu'on va vous poser, mais quel type de document voulez-vous signer? Combien de documents voulez-vous signer? Combien par mois? Combien par an? Quel poids ont ces documents? Parce que l'archivage, c'est au niveau du poids. Donc, quel type de documents vous voulez signer? Et quand on fait cet inventaire-là, d'abord, on a des réponses précises quand on veut faire un appel d'offres ou qu'on veut questionner une entreprise. Et ensuite, on se dit, ces documents, j'échange beaucoup de ce type de documents, mais ces documents qui n'ont pas besoin d'être signés. Donc, ce n'est pas des documents que je vais rentrer là-dessus. Ces documents-là, j'ai besoin d'une signature, mais une signature simple suffira. Là, je veux une signature un peu plus importante. Ouais, donc, on peut en effet classifier les documents par rapport à ce qu'on souhaite faire. Oui, également, effectivement, tout acte, tout document n'est pas à signer. Hein, on n'a pas toujours besoin de tout signer. Et puis, il faut savoir dans quelles conditions aussi on les signe. Qu'est-ce que les textes vous imposent? Est-ce qu'il doit être signé par 2 ou 3 personnes? Est-ce que le couple doit signer, par exemple, l'acte d'engagement d'un prêt? À ce moment-là, il nous faut 2 signatures. Ça, c'est un point. Ou est-ce qu'on a besoin que d'avoir une signature? Est-ce que je peux le faire un en agence et l'autre à la maison à distance? Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Est-ce que tout le monde est à distance? Est-ce qu'il me faut une mention manuscrite? Est-ce qu'il me faut 3 exemplaires? Là, la voie électronique ne permet plus un nombre d'exemplaires. Voilà, donc il faut se poser toutes ces questions-là, juridiques et techniques aussi, mais juridiques qui vont alimenter, qui vont pouvoir choisir le bon prestataire qui vous fournit la prestation qu'il vous faut pour ce type de document ou un ensemble de documents. Alors je crois que de notre côté, nous avons dit ce que nous avions à dire, et maintenant c'est à vous de nous poser des questions, voilà, pour des aspects plus concrets. Bonjour. Oui, j'aurais une question en fait en ce qui concerne vraiment un aspect juridique. Je voulais savoir si on avait une nécessité ou pas de stipuler, notamment sur un contrat, un article ou un préambule spécifiant la validité juridique de la signature électronique ou pas. Alors c'est toute la question de la convention de preuve. C'est-à-dire qu'on a effectivement tout intérêt à prévoir une convention de preuve avec la personne avec qui on signe, où on dit vous vous engagez
à reconnaître que l'on va signer ensemble électroniquement les documents. Et vous reconnaissez vous-même que la signature et les éléments techniques que l'on va vous apporter comme preuve de la signature, eh bien, vont vous engager. Mais c'est un petit peu comme quand vous avez demandé votre carte bancaire, vous avez signé une convention de preuve en demandant votre carte bancaire qui dit que quand vous êtes au guichet d'AB pour retirer de l'argent et que vous faites votre code PIN, vous donnez un ordre pour retirer de l'argent de votre compte. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Une autre question? Oui, bonjour. Toujours dans le même sujet, d'ordre juridique, et continuer sur les éléments de preuve à apporter en cas de litige et devant un tribunal. Est-ce que la signature en elle-même suffit, ou bien il faut apporter d'autres éléments de preuve alors, par exemple, sur l'identité de la personne, sur les conditions dans lesquelles elle a signé, voilà, tout un historique d'éléments qui pourraient prouver que c'est bien cette personne-là qui a signé électroniquement. Pardon. Alors, le problème, c'est que la signature en elle-même, c'est pas signature électronique, c'est pas une signature, c'est pas tout seul. C'est un ensemble. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez mieux l'expliquer que moi, mais c'est un ensemble technique informatique. Déjà. Oui, par exemple, sur une signature papier, je signe un contrat. Oui. En cas de litige, on doit prouver que c'est bien moi qui ai signé. Je veux dire, oui. La signature en elle-même ne prouve pas que c'est moi qui ai signé. Oui. Qu'en est-il dans le cadre de la signature électronique? Dans le cadre de la signature électronique, elle a dû être faite en fonction de la vérification de l'identité du signataire, par principe. Et donc, en fonction de son niveau de sécurité et du niveau de sécurité utilisé, la vérification de l'identité du signataire est plus ou moins élevée. Je dis plus ou moins élevée parce que parfois on ne va vérifier que par un certificat à la volée, c'est-à-dire qu'on envoie un petit numéro par texto sur votre téléphone portable et simplement on a identifié que votre numéro de téléphone portable vous correspondait bien. Bon. Mais il y a d'autres moyens de vérifier l'identité et c'est ce qu'on appelle le face-à-face, c'est-à-dire que moi, quand je suis allée chercher ma clé pour signer mes actes au tribunal, on m'a demandé ma carte d'avocat, je suis allée déjà à l'ordre des avocats, on m'a demandé ma carte d'identité, ma carte d'avocat et tout un tas de papiers pour vérifier mon identité. Alors effectivement, devant un magistrat, on a tout intérêt à construire tout un dossier de preuves, c'est-à-dire un faisceau de preuves autour de la signature électronique. Et c'est tout l'enjeu des entreprises ou des établissements publics qui vont mettre en œuvre la signature électronique, c'est de bien pouvoir, au bon moment, sortir pour telle personne l'intégralité du dossier de preuves qui concerne cette personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfait. Et excusez-moi. Juste pour préciser, en fait, c'est-à-dire si vous avez un certificat, par exemple, délivré en face-à-face, comme Poliana en a eu un, ce sera très facile, ça suffira. Le document signé électroniquement suffira, puisque le magistrat verra que le document a été signé par un certificat qui est référencé par l'État, etc. Donc ça suffira. Maintenant, si c'est un certificat qui est envoyé, qui est déclaratif, qui est envoyé à la volée à un internaute, etc., il faudra d'autres preuves, parce qu'il faut qu'on soit un peu plus sûr de son identité. Là, par exemple, on a fait un partenariat avec une société qui s'appelle Ariane Next, qui en fait permet dans des boutiques, dans des agences, etc., pour signer des contrats, en fait, on va faire une photo. On a la personne en face à face, mais on peut le faire aussi à distance. On va prendre une photo de la pièce d'identité. Cette photo, ils ont une technologie qui permet de voir si la pièce d'identité est valide ou pas valide. Bon, à 99%, mais beaucoup plus qu'à l'œil nu, en fait, parce qu'en fait, ils analysent des pistes MRZ. Enfin, ils ont toute une technologie qui permet de voir si la pièce est valide ou pas. Donc, si on dit à un magistrat, voilà, j'ai signé électroniquement avec un certificat qui m'a été délivré après la vérification de la pièce d'identité par ce procédé, le magistrat, il va faire confiance. Voilà. Alors après, ça peut être d'autres procédés, quoi. Mais bon, logiquement, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on doit conserver, puisqu'on est dans le monde électronique, donc il faut conserver toutes ces preuves aussi dans un archivage à valeur probante? Non, mais il faut décrire les process, en fait, si vous voulez. Il faut conserver le document électronique signé, et après, il faut... De toute façon, on ne va pas le faire que pour une fois, donc on va décrire le process qui dit...
les documents électroniques dans l'entreprise sont signés de telle façon, on vérifie les pièces d'identité en amont par un commercial qui va un jour voir un client, ou avec des process où on vérifie sa carte bancaire et ensuite on lui délivre un SMS pour activer son certificat. En fait, on décrit les process. On décrit les process et après on garde que les documents. Mais en décrivant le process, on arrive à construire un faisceau de preuves. Recevable devant un tribunal. Après, les juges sont libres de décider ou non, mais en tout cas, on arrive à avoir des choses. On prouve des choses, si vous voulez. Après, le magistrat, ça reste de la signature électronique. Elle est opposable au tiers, mais c'est comme une signature papier. Quand on vous dit que c'est un faux, faut que vous disiez, non, c'est pas un faux. Regardez, je sais pas. Vous voyez, c'est exactement comme le papier. Exactement. Je pense. Les magistrats vont exactement procéder de la même manière. Dans ce sens, si on met en jeu la signature, si on conteste la signature, c'est celui qui conteste la signature d'aller prouver que ce n'est pas sa signature. Et on a tout un mécanisme en matière civile et en matière pénale pour faire ça. Alors, en matière électronique, il est indiqué dans les textes que le juge doit regarder si on a été conforme au process de signature prévu dans les textes. Voilà. Plus d'autres questions? Sur l'avant? C'est la dernière. On est en retard. Tant mieux, ça prouve que c'est intéressant. Comment fait-on pour conserver un document de manière à ce qu'il soit non modifiable? Eh bien, justement, quand on signe électroniquement un document, il n'est pas modifiable. Maintenant, on peut faire autre chose. On peut aussi horodater un document. Ça, c'est fait par exemple par des tiers archiveurs qui vont horodater les documents, qui est une forme de signature électronique en quelque sorte, mais il n'y a pas le nom de la personne. Ça va permettre de prendre ce qu'on appelle un hash du document, c'est une empreinte du document, et en comparant l'empreinte du document et en refaisant l'empreinte du document après, on voit que les deux haches sont les mêmes, les deux empreintes sont pareilles, si vous voulez. Donc on peut voir que le document n'a pas été modifié. Et donc après. Par contre, il faut conserver ce document dans un... Alors, il y a des PDF maintenant qui sont, par exemple, publics, etc. Le PDF A ou A1, je ne sais plus. J'ai un trou. Qui font que ce sont des documents où les sources sont publiques et on pourra toujours rouvrir, logiquement, ces documents dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est ça. La question, c'est souvent dans combien de temps? Les technologies évoluent beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même des normes. Globalement, en matière civile et commerciale, c'est 5 ans la prescription, je rappelle quand même. Les actes qui doivent être conservés 30 ans ou de façon illimitée, c'est rare. Ou alors, ils ne peuvent pas être signés électroniquement, ou alors c'est le notaire qui va le conserver pour vous. Donc, à la limite, ça vous... Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des notaires dans la salle. Mais voilà, on a 5 ans de prescription sur la plupart des actes. On a besoin de les conserver que 5 ans. En gros, sur la plupart. Voilà. Merci à tous d'être venus assister à cette conférence. Merci à Poliana Bill et à Nathalie Schlang. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.